Des groupes de l'âme. Oui. Oui, bien sûr. Oui, Pas de synthétique. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu me questionnais sur l'invisible et le visible. Il y a déjà deux grands groupes de l'âme, hein, qui sont l'âme, donc destinée à illustrer les étapes d'un projet, mais d'un projet personnel. Hein. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, il y avait 22 étapes, mais maintenant que tu me demandes, je vais pouvoir en dire un peu plus. Sur ces 22 étapes, il y en a la moitié, 11, que l'on peut utiliser pour faire un projet personnel, quel qu'il soit, hein, refaire son jardin, construire une maison, même faire une recette de cuisine, on le fait toujours en 11 étapes. Et il y a les 11 autres étapes, 11 et 11, ça fait 22, qui sont destinées au projet de vie. Voilà, parce que sous chaque projet personnel que l'on fait, il y a dessous notre projet de vie. Un projet personnel, c'est un projet que l'on fait dans le temps, hein, c'est-à-dire avec une recherche d'efficacité, mais nous avons toujours un projet de vie qui est unique, qui a démarré au premier instant de notre vie et qui se finira au dernier instant de notre vie. Et c'est à chaque fois que je pense au projet particulier, je pense aussi au projet de vie qui est dessous, disons, hein, qui est invisible. Et chaque projet particulier vient alimenter notre projet de vie. Parce qu'un projet se termine toujours par un apport positif. Même si le projet a échoué, on en a tiré une expérience. Le but du projet, c'est de tirer une expérience, de tirer une leçon. Et si la leçon est amère, si le résultat a été malheureux, la leçon est toujours tirée. Et la leçon, c'est égal à une expérience de plus. Pourquoi ou pour qui? Une expérience de plus pour notre projet de vie. Donc cette expérience va renforcer notre maturité. Pour être mature, il ne faut pas forcément avoir réussi tout dans sa vie, mais il faut avoir tiré profit de tout ce que l'on a fait dans sa vie. Enfin, voilà, c'est la philosophie de mon tarot, entre guillemets. Ce tableau que j'ai appelé le tarogramme, hein, parce que c'est un diagramme, on appellerait ça le tarogramme. Hein. Donc c'est dans lequel j'ai installé nos ressources personnelles dans nos différents projets. Alors quel que soit le projet, on peut toujours les réduire, comme je disais tout à l'heure, en 11 étapes, hein, du battleur jusqu'à la force, qui est la 11e carte. Et à chaque étape, on utilise 2 ressources, et qui fait 2 fois 11, ça fait 22 ressources. Alors, lorsqu'on fait un projet, on commence d'abord à l'élaborer, hein, on le fait dans notre tête. Après, on décide de le faire ou de ne pas le faire. Par exemple, on veut faire un voyage à l'étranger. On pense à ce voyage, comment on réfléchit d'avance, quel type de voyage on va exécuter exactement. Puis on décide de le faire et enfin on le réalise. Donc un projet est toujours partagé en 2 parties, l'élaboration du projet et la réalisation du projet. Donc cette première partie entre le battleur qui représente la première étape et l'amoureux qui représente la fin de l'élaboration du projet. Tu peux les citer, les étapes, s'il te plaît. Le battleur. Donc le battleur représente la première... Crayon? Non. Hein? Un crayon pour Ouais, au lieu de ta main. Pardon. Le battleur représente la première étape de tout projet. Et la première étape de tout projet fait toujours appel à une ressource d'éveil que j'ai appelée l'attention. Il faut être attentif à quelque chose pour faire quelque chose. Il faut commencer par être attentif. Donc l'attention étant la première de nos ressources personnelles, qui est particulièrement une ressource mentale. Après l'attention, une deuxième ressource qui est l'intuition, pour savoir si ce que l'on a saisi par notre perception nous convient ou pas. Ensuite, après l'intuition vient la motivation. La motivation, c'est déjà le projet qui s'esquisse dans la tête. Après la motivation vient enfin la réflexion qui est soutenue par l'imagination créatrice. Donc je vais vite. Donc de l'attention à l'imagination créatrice, on fait appel à nos 5 ressources mentales. Arriver donc à l'imagination créatrice de manière que notre projet soit innovant, il faut de l'innovation.
Arrivé là, on a réfléchi de toutes les manières à notre projet. Donc, lorsqu'on a réfléchi à d'autres projets, reste à valider ce projet. Est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'on va pouvoir le réaliser? On le valide par l'impératrice. Et ensuite, on choisit, le moment est venu de choisir si vraiment on va réaliser ou ne pas réaliser ce projet. Donc, on réalise ce projet, on va donc jusqu'à la 6e étape, et de la 6e étape, on va entrer par la volonté d'entreprendre dans la réalisation du projet. Donc, je continue, on avait arrêté l'élaboration du projet à l'impératrice et on avait décidé de réaliser ce projet. Pour réaliser un projet, on fait appel à notre ressource personnelle qui est, non pas la volonté encore, mais la liberté de choisir. Il faut avoir la liberté de choisir, sinon on n'est pas dans un projet, on est dans le projet d'un autre ou de quelqu'un d'autre. Donc un projet personnel, c'est nous qui devons choisir. On choisit de réaliser le projet, donc la première étape, qui est la 7e étape de l'ensemble, la première étape de la réalisation du projet, ça va être entreprendre, la volonté d'entreprendre. Bon, avec le chariot, on voit bien de quoi il est question. Ensuite, la 2e étape, lorsqu'on a commencé à entreprendre, il va falloir classer, coordonner tout ce qu'on a entrepris. Par exemple, vous ouvrez une SARL, il va falloir ouvrir la boutique, mais après il va falloir faire les comptes, il va falloir payer les impôts. Donc tout ça, c'est la coordination de l'action. Donc on commence, on entreprend, on continue en coordonnant et on perfectionne. Il ne faut jamais oublier de perfectionner son action en vérifiant. Donc on commence, on continue, on perfectionne, et lorsqu'on a perfectionné, on arrive au résultat, et le résultat, bien sûr, c'est la roue de fortune. Ça a bien marché ou ça n'a pas bien marché. Voilà. Mais si que ça a bien marché ou pas bien marché, le projet est terminé. Et quand le projet est terminé, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'accepter les résultats, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut plus les changer, c'est-à-dire d'accepter la réalité. Alors on pourrait penser que accepter la réalité, accepter le résultat, c'est la dernière étape. S'ils sont heureux, tant mieux. S'ils ne sont pas heureux, on en tirera la leçon. Mais il y a encore une autre étape, une ultime étape, c'est-à-dire un épilogue. L'épilogue, c'est symbolisé, illustré par la force, c'est la force de l'expérience. On a toujours une expérience, on en tire toujours une expérience, et c'est pour cela que l'on a changé un petit peu l'attitude de la force. C'est toujours une femme forte, mais au lieu d'ouvrir la gueule d'un lion, c'est au lieu de maîtriser un lion, elle a, dans cette carte, elle a apprivoisé le lion. C'est-à-dire que les expériences, il ne faut pas les maîtriser, il faut les apprivoiser. Voilà le sens de tout notre jeu. Et sous chacune des ressources personnelles que je viens de lister, nous avons une ressource intime. Par exemple, accepter les résultats. La ressource intime, c'est le détachement. Et à quoi sert le détachement? Si les résultats ont été tristes, le détachement sert à recouvrir l'appétit de la vie. À recouvrir l'appétit de la vie, pardon. De même que, par exemple, la liberté de choisir. La liberté de choisir, c'est une ressource manifeste, sous-tendue, c'est-à-dire elle est soutenue en nous par une ressource intime qui est la liberté de se réaliser. Car à chaque fois qu'on réalise un projet, quelque chose dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on se réalise un peu soi-même. Et la réalisation de soi-même se trouve dans les cartes du dessous, les cartes que tu appelais l'invisible tout à l'heure. Au-dessus c'est le visible, là c'est l'invisible. La liberté de se réaliser est un peu invisible par rapport aux autres, il y a nous qui le sachions. Et donc cette liberté de se réaliser fait partie du projet de vie. Toutes les ressources intimes qui sont en dessous dans le domaine de l'invisible font partie de notre projet de vie qui se termine par une maturité accrue due à la leçon qu'on a reçue de nouveaux projets. Mais maturité accrue qui ne sert pas, ce n'est pas la finalité d'être plus mature, de devenir de plus mature. La finalité, c'est de devenir autonome. Car en ayant
en ayant gagné une leçon de plus, c'est-à-dire une expérience de plus, on devient plus compétent, hein, c'est le mot à la mode, donc on peut en plus en faire un bilan de compétences, on devient plus compétent, mais compétent pour quoi faire, non pas pour rester sur ses lauriers, compétent pour, grâce à l'autonomie qu'on a gagnée, redevenir plus disponible encore. Nous avons gagné, à chaque fois que nous faisons un projet particulier, nous gagnons une expérience de plus. À quoi sert cette expérience? Cette expérience sert à consolider notre maturité, développer notre maturité, mais la maturité n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de devenir autonome pour être disponible pour de nouveau faire une autre action. Ma vision, c'est ça, le but de la vie, c'est pas la vie éternelle, c'est la vie actuelle, hein, mais jusqu'au bout de sa vie. Mais juste tant que l'on est en vie, on doit développer son autonomie pour rester disponible. Quel que soit l'âge, et bien sûr, on sait qu'on arrivera à un âge où on ne sera plus disponible, mais on n'est pas encore à cet âge-là. Tant qu'on est dans la vie, on doit se tenir disponible pour être attentif de manière à refaire toujours un autre projet que nous apportera toujours une nouvelle expérience. Et quand on arrive au bout de la vie, ben, cette expérience, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, au moins tenter de la donner à des plus jeunes, s'ils en veulent. En général, ils en veulent plutôt plus ou moins, mais s'ils en veulent, donc de transmettre le peu d'expérience qu'on aura en définitive acquis dans notre vie. Bien, Maurice, en tout cas, merci. Nous étions à Grance, nous sommes le vendredi 24 avril 2009 et j'ai été reçu chez vous, Nicole et Maurice Bechstein, à Grance, et je vous en remercie. Et on va vous souhaiter bonne continuation et bon succès pour ton livre. Merci, je te remercie. Toujours éventuellement avec un projet de vie. Je le trouve celui-là qui est actif, surtout actif dans le mouvement. Il a un petit personnage avec lui. Oui, qui lui gratte un peu derrière, qui le gratte, qui l'incite à continuer en quelque sorte avec son baluchon. Parce que je trouve que c'est très symbolique, ce petit animal qui fait partie de notre vie, les animaux font partie de notre vie. Et le baluchon, parce que nous avons toujours quelque chose à porter en nous et à porter à l'extérieur. Et je trouve que cette carte est très parlante. Nicole, comment ça s'est passé pour que Maurice vous demande de faire 22 lames? Comment ça s'est passé du jour au lendemain? Il a mis du temps, comment ça s'est passé? Maurice s'est rendu compte à un moment donné qu'en plus des textes qu'il faisait et de la recherche, il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, la vision, l'image. Et comme moi j'ai toujours travaillé dans l'image, dans la peinture, il a demandé mon aide. Mais il m'a un peu squeezé parce qu'au départ il m'a dit « une devrait me suffire et tu élabores ce que tu entends faire ». Il m'a donné quelques données de forme. Les couleurs, je les ai choisies. Et j'ai choisi aussi la superficie qui m'a convenu très bien. Pour, en quelque sorte, pour m'extérioriser dans cette imagerie de plan. D'accord. Et voilà, j'en ai fait d'abord une et après j'ai été prise au jeu. Maurice m'a demandé de continuer. Je change de Nicole. Les couleurs. Vos couleurs principales pour les tarots, est-ce qu'elles sont respectées par rapport aux couleurs du tarot de Marseille? Oui, les trois primaires. Les trois primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Avec des secondaires ou composés, l'orange et le vert. Et la chair? Et la couleur chair, évidemment, pour habiller, pour faire le personnage. Chaque couleur, elle symbolise peut-être quelque chose? Oui, il y a des couleurs chaudes, le rouge et l'orange, le bleu, le vert et le violet, il n'y a pratiquement pas de violet, sont des couleurs froides. Mais c'est sûr, comme le tarot de Marseille, il faut les
ces couleurs dominantes, le jaune, le bleu, le rouge. Et j'ai choisi le fond. Le fond m'a beaucoup plu et m'a donné beaucoup de soucis, car je devais, au cours de ce cheminement, ou de cet engagement, garder les couleurs dès le départ. La première était donc l'exemple pour toutes les autres, dans les teintes. Alors j'ai eu une astuce, je préparais mes couleurs à l'avance, dans des bocaux, et je les mettais au réfrigérateur. D'accord. La peinture ou le dessin, ou tout ce qui était d'un travail manuel et esthétique a toujours été mon parcours. Et le jour où j'ai été disponible, je dis disponible parce qu'il faut être disponible, me suis engagée dans cette voie faite de recherche, de travail, d'imaginaire, mais un imaginaire en tant que possible créateur. Le temps, je ne peux pas vous dire combien de temps. Vous avez commencé enfant, adolescent? À l'adolescence, j'avais été incitée par mon instituteur à l'âge primaire, déjà, qui m'avait dit tu es doué. Voilà, c'est tout. Doué, ça veut dire continue. Et lorsque j'ai été disponible et que j'ai eu un lieu à moi, je me suis mise à peindre. De bonnes choses et de moins bonnes. Mais à un moment donné, lorsqu'on a, je dirais, une forme d'acquis, on sait ce qui est bon et on sait ce qui est moins bon. On arrive à... Mais il ne faut pas hésiter à faire des choses, à tenter sur certaines choses, dans certaines disciplines, Il faut toujours, c'est le travail philosophique, mais de recherche et de travail philosophique et recherche. Inspirer. Je dirais créatrice, mais avec l'appui de l'inspiration. Disons, on joue un peu entre les deux. Est-ce que vous arrivez à détecter le moment où ça bascule de l'un à l'autre? Ou c'est inconscient, ou vous vous en rendez pas compte, ou vous vous en rendez compte? C'est une très bonne question. Je m'ai posé cette question à Marseille, quand j'ai exposé au Parvis des Arts. Où ça bascule quand, je dirais, j'appellerais ça des moments de grâce. C'est tout. C'est là où on est pris en charge et la main elle dessine toute seule finalement. Oui, c'est quand on parle de miracles, de choses. C'est un moment de grâce. C'est un moment donné. Par exemple, pour les icônes, il m'est arrivé de voir des gens dessiner des icônes. Mais c'est un moment de recueillement particulier. C'est pas que du dessin. C'est un moment un peu... Ils sont dans leur monde et c'est un monde qui transparaît, qui est différent. Est-ce que vous avez des fois cette impression? Oui, j'ai fait une formation d'icône. J'en ai une là qui me reste. J'ai fait une formation d'icône dans une chapelle. Effectivement, il faut être... Je ne veux pas rentrer dans des grands mots, il faut faire un certain vide entre soi-même, en soi-même, pour faire place à quelque chose qui vient de l'intérieur, pour projeter vers l'extérieur. C'est comme un moment, comme une musique, comme quelque chose qui a besoin de jaillir. Quand vous peignez, vous mettez de la musique effectivement ou c'est du silence?
J'ai les deux. Quand je dessine, je mets le silence, souvent le silence, parce que j'essaye de composer, tout ça. Mais quand je peins, c'est la musique. Une musique de fond, qui me donne un calme parfait. C'est classique. Mais il faut que je sois aussi tranquille, il faut que rien ne me dérange. Ce sont des musiques plutôt classiques, ou ça peut être de variété française ou autre? Oui, c'est surtout classique, mais je peux prendre des chansons de Léo Ferré, de nos chanteurs français. En tout cas, c'est gentil, Nicole, de nous avoir invités ici chez vous, à Grance, avec votre mari, avec Maurice, et pour nous parler un peu de ces icônes, et entre autres de ces tarots, notamment, et pour pouvoir approcher un peu cet art particulier, et on tient à vous en remercier. J'appellerais ça plutôt l'imagerie populaire. Plutôt imagerie populaire. Je ne vois pas icône. L'icône, on en parlait, c'est dans une atmosphère de recueillement, tandis que là, l'atmosphère est différente parce que... Les proportions sont respectées. Voilà. Une icône, je crois, c'est en 9. Là, c'est en 8, je crois, c'est ça. C'est standardisé. C'est une grande surface, donc c'est une inspiration, expiration, tandis que l'icône, c'est une concentration très forte. Parce que là aussi, j'en ai dû en produire quelques-uns. Il faut faire sa pâte soi-même, il faut faire ses petits pigments naturels, l'or et tout ça. Donc je pense que c'est une concentration. Et là, ça peut être plutôt, je vois plutôt un éclatement, là, à un moment donné, surtout quand la première a un rendu, c'était quand même agréable. Un travail d'aplat, il y a quand même 6 couches de peinture pour avoir un aplat parfait. Hein. Je le dis, mais Maurice me dit, c'est pas obligé de le dire. Je dis si, parce que... Non, c'est pas, je dirais imagerie populaire, je m'excuse. Hein. Oui. C'est pas une icône, ça n'a pas la même démarche. Je comprends, ouais. Imagerie populaire, là, quand même, pour le tarot. C'est presque dans la prière, dans le domaine sacré. Je comprends. Hein, là, c'est différent, à mon avis. Hein, je oui, donne mon avis. Absolument, c'est tout à fait juste.